Je m'appelle Eileen Wuornos, et vous me connaissez peut-être sous le nom de la demoiselle de la mort. Rien n'excuse mes crimes, j'en ai conscience. Mais voici mon histoire. Je suis né le 29 février 1956 à Rochester, dans le Michigan. J'ai à peine connu mes parents, mes vrais parents. Mon père, Leo Pittman, je ne l'ai jamais vu. Il était en prison pour viol et tentative de meurtre sur mineur à ma naissance, et il y est mort pendu. Ma mère, Diane Pratt, alors que mon frère Keith et moi-même n'étions que des marmots, nous a abandonnés, et c'était pas la première fois. J'allais avoir 4 ans, et mon frère 5. Nos grands-parents maternels, Laurie et Britta Wuornos, nous ont recueillis. On aurait pu espérer avoir une vie stable et heureuse, mais ce n'était pas mon cas. Mon grand-père n'était pas spécialement un homme doux avec moi. Quand je faisais des bêtises, j'avais le droit à des coups de ceinture, et il ne fallait pas grand-chose pour l'énerver. Quand il était saoul, je savais que je devais me tenir à carreau, malgré ce qu'il me disait. « Tu n'aurais jamais dû naître. Tu as gâché la vie de ma fille. Tu ne vaux pas l'air que tu respires. » Les voisins savaient. Ma grand-mère, alcoolique aussi, savait. Mais personne n'agissait. J'ai commencé à me prostituer très tôt. J'avais 10 ou 11 ans. Ça fait si longtemps que je ne me rappelle plus vraiment. Je voulais des clopes, de la monnaie. Mais ce que les gens qualifieraient probablement de pire, c'est que je couchais aussi avec mon frère, Keith. Lorsque j'ai eu 14 ans, je suis tombée enceinte. Évidemment, on ne m'a pas laissé la garde. Je n'ai pas pu voir mon enfant. Ils me l'ont retiré immédiatement. Et il s'est fait adopter. Je ne connais que 2 choses sur lui. Sa date de naissance et son genre. Un garçon qui, aujourd'hui, devrait avoir 51 ans. Mon grand-père m'a viré quand j'avais 15-16 ans. Alors j'ai fait la seule chose que je connaissais. J'ai continué à me prostituer pour subvenir à mes besoins. J'ai fait pas mal de routes, quittant le Michigan pour me retrouver dans le Colorado, où je me suis fait arrêter pour la première fois. J'avais 18 ans. J'étais ivre au volant et je tirais avec mon calibre 22 qui me suivra longtemps dans mon histoire. 2 ans plus tard, en faisant du stop vers la Floride, j'ai rencontré un homme. Il était plus très jeune, mais il avait les poches pleines. On s'est donc mariés, mais mes démons me suivaient toujours. La violence, l'un de mes seuls moyens de communication. Je me battais dans des bars et j'ai fini par me faire arrêter à nouveau. Et là, j'ai fini en tôle pour la première fois. Mon mari, Lewis Gratzfeld, finira par demander une injonction parce que je le frappais avec sa canne. Après ça, j'ai préféré retourner au Michigan. Pendant mon retour au Michigan, la malchance m'a suivi. J'ai encore été arrêté pour trouble à l'ordre public. J'ai provoqué une énième bagarre dans un bar. Et j'ai le souvenir d'avoir lancé une boule de billard sur la tête du barman. 3 jours après mon arrestation, mon frère meurt d'un cancer de la gorge. J'ai d'ailleurs dilapidé l'argent de l'assurance vie en quelques semaines. Et 4 jours après le décès de Keith, Lewis et moi divorcions officiellement. Vous vous dites sûrement quelle vie déjà bien remplie. Là, je n'ai que 20 ans. Je ne suis pas retourné en prison avant mes 25 ans, mais le 20 mai 1981, j'ai été arrêté pour vol à main armée. L'ironie dans tout ça, c'est que je n'avais même pas l'intention de braquer le magasin. J'ai posé mon sac et mon arme a bêtement glissé hors. La caissière a paniqué et je me suis dit tant qu'à faire, le mal était déjà fait. 1 an plus tard, je suis condamné à la prison ferme et je suis ressorti un peu plus d'1 an après. J'imagine que je n'ai pas retenu la leçon puisque, moins d'1 an plus tard, je me fais encore arrêter. Mais cette fois pour avoir essayé de déposer de faux chèques dans une banque. Quelques mois plus tard, on me suspecte d'avoir volé un fusil et des munitions. Moins de 2 mois avant mes 30 ans, je me fais à nouveau prendre par les forces de l'ordre pour le vol d'une voiture. J'ai résisté à l'arrestation et j'ai menti, donnant le nom de ma tante Laurie Grody, avec qui j'avais grandi dans le Michigan. Ça ne m'a pas aidé. De plus, la police a trouvé un calibre 38 et des munitions dans la voiture. Quelques mois plus tard, je me retrouve encore au poste, face aux policiers après qu'un homme m'ait accusé d'avoir tenté de lui extorquer $200 dans sa voiture. Un calibre 22 pointé sur lui. L'arme et les munitions seront retrouvées sous mon siège. Au même moment,
je rencontrais l'amour de ma vie, Thierry Amour, celle que j'ai aimée si fort au point d'arrêter le mensonge. Mais nous n'y sommes pas encore. Thierry et moi vivions ensemble. J'assurais nos arrières, continuant de me prostituer pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Malheureusement, nous avions un vice en commun, l'alcool. Nous nous sommes fait arrêter ensemble pour la première fois à Daytona, pour un interrogatoire où nous étions accusés de coups et blessures avec une bouteille de bière dans un bar. Pendant un petit moment, la police n'entendra plus parler de nous. Jusqu'au jour où, pour une fois, ma visite au poste sera de mon propre chef. J'ai simplement déposé une plainte à la police de Daytona pour avoir été agressé par un chauffeur de bus qui m'a jeté hors du véhicule après une dispute. J'ai 32 ans à ce moment de l'histoire. Et malheureusement, elle n'est pas finie. Elle ne fait même que commencer. Mon premier meurtre fut Richard Mallory, le 30 novembre 1989. C'était le propriétaire d'un magasin en électronique. Un homme comme un autre à première vue, mais j'ai toujours soutenu que je l'avais tué par légitime défense. Et d'ailleurs, il avait déjà été reconnu coupable de viol. Sa voiture fut retrouvée le lendemain. Je l'ai abandonnée quelque part dans le comté de Volusia, à quelques kilomètres de son corps que j'y avais laissé sur les lieux du crime. Corps qui ne fut retrouvé que 2 semaines plus tard dans les bois. Je lui ai tiré dessus plusieurs fois, dont 2 fois au poumon gauche, ce qui aurait causé sa mort. J'ai ensuite pris la vie d'un autre homme, quelques mois plus tard, David Spears, un ouvrier en bâtiment. Il fut retrouvé avec 6 balles dans le corps, le 1er juin 1990, dans le comté de Citrus. Sa voiture, elle, avait déjà été retrouvée depuis une semaine dans le comté de Marion. Le 6 juin, la police découvrit une autre de mes victimes dans le comté de Pasco, Charles Carskadon, un monteur de rodéo, 9 balles. Le lendemain, sa voiture fut retrouvée dans le comté de Marion. J'y avais volé quelques objets, dont un pistolet calibre 45. Notre première réelle erreur avec Tyria fut de garder la voiture d'une de mes victimes, Peter Sims. J'étais très alcoolisé quand j'ai laissé le corps. Je ne me souviens plus d'où je l'ai laissé. En Géorgie, en Caroline du Nord, quelque part par là. Mais sa voiture, elle, a été retrouvée, le 4 juillet. Et c'était ça notre erreur. Nous étions sur la route quand la voiture a fini dans un buisson. Blessé au bras, je m'énervais sur Tyria qui restait plutôt calme. Une femme s'est approchée de nous et je l'ai supplié de ne pas appeler la police. On est reparti avec la voiture, mais pas pour longtemps. Trop endommagée, on a fini par la laisser sur le bord de la route, dans le comté de Marion. Ce jour-là, on a croisé un pompier qui voulait savoir si la voiture était à nous. Je l'ai envoyé chier, jurant et affirmant qu'on n'avait besoin de rien, et surtout qu'on n'avait pas de voiture. Par chance, pour nous, il nous laissa simplement partir, même s'il donnerait une description de nous aux autorités. La police a pu identifier le propriétaire de la voiture malgré les plaques enlevées. Il avait été porté disparu le 7 juin 1990. La femme qui nous a approchés a évidemment accepté d'aider la police, et c'est là que nos portraits robots sont sortis. Tyria et moi étions recherchés, et ils savaient maintenant à quoi nous ressemblions. Malheureusement, malgré nos erreurs et nos portraits, je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait une autre victime. Eugène Troy Burress, un livreur qui conduisait un camion. Le 30 juillet 1990, tard dans la nuit, son camion fut retrouvé dans le comté de Marion. Et 4 jours plus tard, ce fut son corps qui fut retrouvé par une famille qui partait pique-niquer dans la Ocala National Forest. 2 balles, une dans le torse, une dans le dos. Ensuite, il y eut Charles Dick Humphries, ancien chef de la police et enquêteur de mauvais traitements aux enfants. Il a disparu le 11 septembre 1990 et a été retrouvé le lendemain dans le comté de Marion. 6 balles dans le torse, une dans le poignet. Sa voiture fut retrouvée une semaine plus tard dans le comté de Suwannee. Ma dernière victime fut Walter Gino Antonio, chauffeur de camion, vigile et réserviste pour la police du comté de Brevard. Même si son corps, lui, fut retrouvé dans le comté de Dixie. J'ai abandonné sa voiture, qui fut retrouvée 5 jours après son corps, dans le comté de Brevard, le 24 novembre 1990. Évidemment, la police du comté de Marion et des comtés voisins avait vite fait le lien entre tous mes meurtres. Des canettes de Budweiser, la bière que je buvais tout le temps, des emballages de capote Trojan, le calibre 22, un cheveu blanc sur le volant,
Même mes empreintes avaient été trouvées, notamment dans la voiture de Peter Sims. Il n'allait pas falloir longtemps à la police pour nous retrouver. Nos portraits dans la presse, les appels à la police commençaient à leur donner des pistes. Avec Tyria, nous avions vécu dans plusieurs motels et leurs propriétaires donnaient des infos. Malgré mes différents noms, ma tête ne changeait pas. Et d'ailleurs, Tyria avait fini par me laisser tomber. Elle était partie. J'étais fatigué, j'avais le cœur brisé. Alors, un soir, je me suis rendu dans un bar à Daytona où j'avais l'habitude d'aller. Comme d'habitude. Et c'est là que tout s'est arrêté. 2 flics étaient dans le bar, habillés comme des motards. On a bu des bières, on a discuté pendant la soirée. Il y avait une soirée ce soir-là. J'avais envie de m'y rendre, de continuer à boire. Les flics m'ont proposé d'aller me rafraîchir avant, et ça me semblait pas être une mauvaise idée. Mais quand je suis sorti du bar avec eux, ils m'ont arrêté. Ça, c'était le 8 janvier 1991. J'avais 34 ans. 2 jours plus tard, c'est Tyria qui a été retrouvée, à Scranton, en Pennsylvanie. Puisqu'elle avait des objets appartenant aux victimes, ils n'ont pas cherché loin, et elle s'est fait arrêter pour complicité. Tyria a nié savoir ce que je faisais. Elle n'était pas avec moi quand je commettais mes crimes. La police doutait de ses paroles, mais ils avaient besoin de mes aveux. Alors ils l'ont utilisé, et ils ont utilisé mes sentiments pour elle. Et elle m'a piégé. Installée dans un motel avec la police, elle m'a appelé, et ils ont enregistré l'appel. Elle pleurait au téléphone. « J'ai peur, Eileen. Je n'ai rien fait, et j'ai peur qu'ils m'arrêtent pour tes crimes. » Par amour, j'ai avoué. Tout avoué. Les flics étaient étrangement aux petits soins. Si je voulais une clope, je l'avais. Un truc à manger, je l'avais. Du café, je l'avais. Ils faisaient tout pour que je me sente à l'aise. Et pour cause, je leur disais tout, et dans les moindres détails. J'ai toujours affirmé que ces meurtres étaient de la légitime défense. Je me sentais en danger avec ces hommes. À un moment, ils m'ont parlé de Curtis Reed, et je ne savais pas de qui ils me parlaient. Ils ont retrouvé certaines de ces affaires dans les miennes, et celles de Tyria, mais je ne voyais vraiment pas qui était cet homme qu'ils ajoutaient à mes victimes. Il y avait une raison à ça. L'homme était en vie. Il a été arrêté 1 an après mon arrestation pour excès de vitesse. J'étais responsable de 7 meurtres, pas 8. Et comme je l'ai dit plus tôt, pour Tyria, j'ai arrêté de mentir. J'étais arrêté, ils avaient des preuves, ça ne servait plus à rien de cacher des choses. Évidemment, avec le témoignage de Tyria et mes aveux, il n'y avait plus qu'à lancer mon procès et me condamner. Il y eut 2 procès. Un pour Richard Mallory, car avec ses antécédents, je plaidais toujours la légitime défense. Et ensuite, un second pour les 6 autres meurtres. Durant le premier, le jury refusait de croire que j'étais une victime, puisque la défense adverse montrait les vidéos de mes aveux au poste. Et il est vrai que je riais, je ne semblais pas abattu. Ça n'a donc pas joué en ma faveur. Le 27 janvier 1992, je suis reconnu coupable de meurtre au 1er degré. En colère de voir qu'on ne m'a pas cru, j'ai hurlé « Je suis innocente! J'ai été violée, et j'espère que vous ferez violer aussi. » Après ça, j'ai été condamné à la peine de mort à la chaise électrique. À nouveau, j'ai parlé, et pas en ma faveur. Je voulais confesser que Richard Mallory m'a violée très violemment, mais je vous l'ai déjà dit. Mais les autres ne l'ont pas fait. Ils ont juste essayé de me violer. Puis j'ai tourné la tête vers le prosécuteur et j'ai ajouté « J'espère que ta femme et tes enfants vont être violés dans le cul. » Après, j'ai levé mon majeur au juge et j'ai crié « Fils de p***! » Le 31 mars 1992, mon second procès commençait. Là, j'ai reçu 5 autres peines de mort. J'en avais donc 6 sur le dos. Sans compter qu'ils avaient retiré Peter Sims, n'ayant jamais retrouvé son corps. Au final, même s'il m'avait épargné pour Richard, la fin de ma vie aurait été la même. Mon histoire a été très médiatisée. Il faut dire qu'une femme tueuse en série, on n'en voit pas souvent. Les gens voulaient m'approcher. On me donnait l'attention que je n'avais jamais eue. Même des journalistes venaient me rendre visite, faire des interviews. Ils étaient fascinés par mon histoire. La veille de mon exécution, on m'a demandé comment je me sentais pour le lendemain, si j'étais prête. Et j'ai répondu, je suis prête. Je vais bien. Je me sens bien avec la sentence. Je suis d'accord avec la décision. Mais comme j'ai dit, je veux que les gens sachent que la police savait déjà qui j'étais après la mort de Richard Mallory. J'ai laissé des empreintes partout, et ils l'ont caché. Ils m'ont laissé tuer ces autres gars,
et m'ont transformée en tueuse en série. Je sais qu'ils l'ont fait parce que j'étais pas une tueuse en série professionnelle, ou meurtrière, ou peu importe le mot. Je n'étais pas du tout une professionnelle. Mon travail était loin d'être bien fait. On m'a ensuite demandé comment je m'étais préparée pour le lendemain. Je suis bien avec la décision. Je suis prête à partir. Je vais bien. Je vais bien. Dieu sera là, Jésus-Christ, tous les anges. Peu importe ce qui est dans l'au-delà. Je pense que ce sera comme dans Star Trek. On va m'envoyer dans l'espace et tout, et on va m'envoyer pour recoloniser une autre planète. Peu importe ce qu'il y a là-haut. Je sais que ce sera bien, puisque je n'ai rien fait d'aussi grave qu'ils disent. J'ai fait la bonne chose. Le jour de mon exécution, j'avais 46 ans. Les lois sur la peine de mort en Floride avaient changé. Plus de chaises électriques, mais une injection létale. Mon histoire s'arrête donc le 9 octobre 2002, soit 10 ans après ma condamnation. On m'a réveillé à 5 heures du matin. Je n'étais pas de mauvaise humeur, au contraire. J'étais prête à mourir. Je n'ai pas pris mon dernier repas, seulement une tasse de café. J'ai simplement attendu les gardes. Je n'ai pas résisté. Ils n'ont même pas eu à m'attacher ou à me tirer. J'ai marché tête haute jusqu'à la pièce de mon exécution. Malgré tout, quand la porte de la pièce s'est ouverte et que j'ai vu le lit auquel on allait m'attacher, je me suis arrêté. Les larmes me sont montées aux yeux. Ils m'ont attaché et puis ils ont fermé les rideaux avant de me demander quelles étaient mes dernières paroles. Et j'ai répondu: je voudrais juste dire que je navigue avec la roche et que je reviendrai comme la fête de l'indépendance avec Jésus, le 6 juin, comme dans le film Grand vaisseau mer. Je reviendrai. Ensuite, la première injection m'a été administrée. J'étais étourdi. Puis une deuxième. Là, je ne pouvais plus bouger, parler, ni même respirer. Mais je voyais et entendais tout. Et pour finir, la troisième qui, elle, a atteint mon cœur. Et il a cessé de battre. À 9h47, mon histoire s'est terminée. Les rideaux se sont rouverts pour les témoins présents, et mes cendres ont été dispersées quelque part au Michigan. Je m'appelais Hayley Nournos.